Bienvenue Karine Madrigal, Merci. Égyptologue donc, à ces rencontres archéologiques de la Narbonnaise, dont c'est la 10e édition. Vous êtes spécialiste des frères Champollion, donc ça veut dire qu'un Champollion peut en cacher un autre alors? Oui, tout à fait. Moi, vraiment, mon sujet de recherche depuis 2010, donc depuis 12 ans maintenant, est vraiment sur les deux frères Champollion, et j'y tiens. Effectivement, un Champollion peut en cacher un autre, puisque moi, je travaille sur les archives du frère aîné, donc non pas du déchiffreur, mais de son grand frère. Archives. Il est âgé de... Il a 12 ans de plus que le cadet. Ils ont 12 ans d'écart. Et donc, ce grand frère, c'est le fonds d'archives sur lequel je travaille, qui est conservé aux archives départementales de l'Isère. Donc, c'est un très gros fonds. Il y a 60 volumes, 12 000 documents. Et donc, c'est sur quoi je travaille depuis Vos fonctions 12 ans. actuelles, en fait? Alors, mes fonctions actuelles, c'est une mission que j'ai et qui est un peu tripartite, c'est-à-dire je suis rémunérée et employée par l'Association d'égyptologie de Grenoble, et nous avons une mise à disposition des documents par les archives départementales de l'Isère. Et à l'heure actuelle, depuis quelques mois, je suis rattachée au laboratoire de recherche ISOMA de Lyon 2. Quel type d'importance a pu avoir donc, le frère aîné sur Jean-François? Alors le frère aîné, c'est un peu l'occasion cette année avec le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes de remettre la place du frère aîné dans cette aventure du déchiffrement, parce que moi je suis persuadée que s'il n'y avait pas eu le frère aîné, rien n'aurait pu se faire, puisque c'est vraiment le cadet, c'est le génie à l'état brut, mais il fallait derrière quelqu'un qui puisse le modeler, l'encourager, le financer. Aussi, et ça a vraiment été le rôle du frère aîné. Et au-delà de ça, on voit vraiment, parce que dans les archives, il y a la correspondance entre les deux frères, et on voit vraiment que il n'est pas que là pour le financer, le gendarmer, etc. Il y a vraiment un échange intellectuel entre les deux, et la méthodologie pour arriver au déchiffrement des hiéroglyphes se fait à deux. Donc c'est vraiment le duo Champollion qui va tout faire pour arriver au déchiffrement. Alors, quelle était la grande difficulté, en fait, pour déchiffrer les hiéroglyphes à partir de cette pierre de Rosette? Donc... Il y a beaucoup de difficultés sur les hiéroglyphes. En fait, une des grosses difficultés, c'est que les hiéroglyphes égyptiens peuvent être de plusieurs natures. Donc, on peut avoir des hiéroglyphes qui expriment des sons, un peu l'équivalent de signes alphabétiques, signes phonétiques. Phonétique, voilà. Un signe hiéroglyphique égale une lettre égale un son, mais on peut avoir aussi des signes hiéroglyphiques idées, donc des idéogrammes. Donc déjà, il y a ces deux natures-là. Suivant comment les signes sont combinés, ils peuvent dire une chose. Vous prenez les mêmes, mais combinés de façon différente, ça veut dire autre chose. Certains signes se lisent, se traduisent, d'autres ne se lisent pas, se lisent, mais ne se traduisent pas. Donc c'était toute la difficulté aussi de pouvoir analyser toutes ces différentes ces différentes formes de hiéroglyphes. Alors c'est bien plus qu'un alphabet en fait. Ah mais c'est totalement, ce n'est absolument pas un alphabet. C'est-à-dire que nous avons des signes alphabétiques, mais qui sont, on va dire, la partie mineure. Il y en a une dizaine, une quinzaine. Et après, nous avons des dizaines et des dizaines d'autres signes. Donc il fallait vraiment voir ces deux natures. Et en fait, là où Champollion a réussi et ce que les autres n'ont pas pu faire, c'est qu'ils étaient tous dans une ligne droite de recherche que les signes hiéroglyphiques ils ne cherchaient qu'une seule nature. Et en fait, Champollion a été un des premiers, et c'est pour ça que lui a déchiffré, à se poser la question, à se dire, mais est-ce que les Égyptiens n'utilisaient pas les deux types, et phonétiques et idéographiques, en même temps? Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'en 1822, quand il a dit « je tiens mon affaire, j'ai compris », que beaucoup de savants n'ont pas adhéré à cela, parce qu'en fait, il allait contre la doctrine qui était dans le milieu scientifique de l'époque, c'est-à-dire les signes hiéroglyphiques, c'est une seule forme. Donc voilà, il a fallu aussi après qu'il démontre et qu'il prouve vraiment que bah non, il avait raison. Il allait à contre-courant. Et un des pièges aussi, il faudrait mettre en garde ceux qui voudraient lire aujourd'hui sans avoir les références de Champollion, les mettre en garde s'ils voulaient lire les hiéroglyphes parce qu'elles se lisent de droite à gauche. Alors les hiéroglyphes, on peut les lire en ligne et en colonne.
déjà. Et les hiéroglyphes se lisent de gauche à droite et également de droite à gauche, sachant que le sens normal et logique des Égyptiens, c'est de droite à gauche. Quand on les lit de gauche à droite, c'est parce que pour différentes raisons, mais oui, on peut les lire dans les deux sens. Alors, le frère de Jean-François, donc, rappelez-moi son prénom, c'était Jacques-Joseph. Jacques-Joseph. Alors, lui, il a voyagé aussi beaucoup ou... Il a moins voyagé. Jean-François n'a quasiment pas voyagé, hein, parce qu'à part aller une fois en Égypte, après, il a quasiment pas... En Italie, quand même. Il y a eu l'Italie et l'Égypte, oui, mais c'est tout. Peut-être. On voyageait moins. Un petit coup en Angleterre pour voir la pierre de Rosette, mais après le déchiffrement, et ça c'est une hypothèse, on n'a pas vraiment de preuves. Non, Jacques-Joseph n'a pas spécialement voyagé. Par contre, il n'est pas resté dans l'ombre de son frère. Lui, il avait fait une carrière aussi fulgurante, notamment à la Bibliothèque nationale de France, il était conservateur des manuscrits. Il a fini conservateur de la bibliothèque de Fontainebleau, donc il a eu une très très belle carrière. Professeur à l'école des Chartes. D'accord. Et le fondateur de l'égyptologie, donc. Et alors, son frère, le cadet, le fondateur de notre discipline, de l'égyptologie, et Jacques-Joseph, le suiveur, c'est-à-dire, est vraiment une référence, après la mort de son frère, une référence pour la génération suivante d'égyptologues. Merci Karine. De rien, je vous en prie.